Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Vous avez dirigé Air France, Canal+ Numérique, Câble, la Fnac, Europe 1, j'en passe. Et aujourd'hui, vous publiez un de vos livres qui s'appelle Le délicieux malheur français. Sommes-nous au paradis ou en enfer? Je vous propose d'entendre simplement ce que disait François Fillon, lui. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Ah oui, vous avez fait mieux là. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà, Macron, c'est un petit joueur. Mais au fond, c'est pas grand-chose cette histoire de gilets jaunes. C'est ça que vous diriez? Non, c'est pas du tout. C'est pas grand-chose en termes de manifestation parce que les classes moyennes françaises n'ont pas l'habitude de manifester. C'est pas du tout leur genre de beauté. Mais je crois que c'est un symptôme très profond. On le voit au soutien massif dont ils ont bénéficié de nos difficultés. Oui. Parce que dans la promesse de notre pays depuis la libération, il y avait cette idée que chacun d'entre nous allait pouvoir progresser par le travail, par l'épargne, par l'éducation. On s'aperçoit qu'il faut 6 générations en France en moyenne pour passer de la classe pauvre aux classes moyennes. Donc ça veut dire que vous ne vous étonnez pas aujourd'hui de la situation des gilets jaunes? En fait, cette crise des gilets jaunes, c'est la manifestation éclatante de quelque chose qu'on aurait dû pressentir, que certains ont pressenti, c'est-à-dire du profond malaise des classes moyennes. Le modèle français écrase les classes moyennes. On a d'un côté, on n'a pas deux France, la France d'en haut et la France d'en bas, on a 3 Frances. Il y a la France des riches, des ménages aisés, qui ont bénéficié de la libéralisation de ces dernières années. Leur patrimoine immobilier, financier s'est amélioré. Et puis on a les ménages les plus pauvres qui sont très heureusement protégés par une protection sociale qui n'a cessé de progresser. Et au milieu, on a les classes moyennes qui payent des impôts, reçoivent peu de prestations, n'ont pas un énorme patrimoine et dont en plus les revenus ont décroché des ménages les plus aisés depuis 20 ans et tout court depuis 10 ans. Et c'est ça que les observateurs pressentaient, mais qui a explosé à travers la crise des Gilets jaunes. Donc je dirais presque l'inverse de François Fillon. C'est l'une des choses les plus importantes en termes de symptômes, de signal auquel on devrait être extrêmement attentif, parce que ce sont des gens, cette majorité silencieuse qui a fait son mai 68, ce sont des gens qu'on n'entend jamais. Oui. Puis clin d'œil à notre ami Darius Rochebin qui a obtenu ce scoop de François Fillon pour nos amis de la télévision suisse qui étaient contents donc de diffuser. Mais quoi, ça veut dire, et vous le dites dans ce livre, Denis Oliven, la France est un paradis où les gens ont le sentiment de vivre en enfer. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de comprendre, statistiques à l'appui, tout en essayant de ne pas être difficile à lire, essayer de comprendre ce paradoxe. On est l'un des pays les plus riches de la planète et l'un des pays les plus généreux. Et d'un autre côté, on est l'un des pays les plus malheureux. On a le niveau de dépenses sociales du Danemark, mais on a le niveau de bonheur du Mexique, pays qui est 2 fois moins riche que nous. D'où vient ce paradoxe? Et mon hypothèse, c'est que c'est le modèle social que nous avons construit au lendemain de la guerre et tellement enrichi depuis, auquel nous sommes profondément attachés et qui pourtant est une des causes de nos difficultés. C'est pour ça que je dis délicieux malheur français. On aime ce modèle et pourtant c'est ce modèle qui nous cause du tort. Je ne dis pas quand je dis modèle, parce que pourquoi est-ce qu'on ne critique jamais le modèle social? Parce qu'on a l'impression que dès qu'on le critique, on critique le niveau de protection, la générosité de ce modèle. Oui, vous dites, par exemple, les 10% les plus pauvres bénéficient leurs revenus sont constitués sur 75% d'aide sociale. Absolument, mais moi je ne conteste pas du tout ça. C'est pas ça que je conteste. Je suis pour qu'on maintienne ce niveau. Mais si vous comparez, par exemple, à quelques encablures de chez nous, en Scandinavie, au Danemark ou en Suède, ce sont des pays qui dépensent à peu près comme nous, ils consacrent à peu près la même proportion de leur richesse à leurs dépenses sociales, mais les gens, ils sont beaucoup plus heureux, parce que leur modèle est beaucoup mieux conçu. Donc, le nôtre, il est mal fichu. Donc vous, les Français sont pessimistes, ça c'est une réalité? Ils sont pessimistes, ils sont malheureux, ils sont inciviques. Des chercheurs ont fait le test dit du portefeuille, ils laissent un portefeuille, de l'argent dedans et l'adresse du propriétaire. 50 € à l'intérieur. Voilà. Et le nom du propriétaire, regarde quels sont les pays dans lesquels, au Danemark, 100% des portefeuilles
sont rapportés. Nous, on est très très bas dans le classement. On est mieux que les Italiens. Hein. On est un peu mieux que les Italiens. Ouais, mais nous, on est beaucoup moins. Hein. Mais on est très mal classé, on est très incivique. Et moi, ma thèse que j'essaye d'illustrer, ça n'est pas du tout qu'on est des Gaulois réfractaires. C'est pas un problème d'humeur, c'est pas un problème de caractère national. C'est qu'on a construit un système. On n'est pas simplement le pays des 300 fromages, on est le pays des 44 régimes d'assurance retraite, oui. On est le régime des 300 ou 400 ou 500 systèmes d'assurance maladie. Et les niches fiscales. Le système des 500 oui. Niches fiscales, ce qui veut dire que deux Français assis l'un en face de l'autre dans un café qui peuvent avoir à peu près les mêmes revenus, à peu près les mêmes métiers, pas forcément au même endroit ou dans les mêmes entreprises, à peu près les mêmes carrières, ne paieront pas nécessairement les mêmes impôts, pas nécessairement les mêmes cotisations sociales, ne seront pas forcément remboursés de la même manière pour leur maladie et ne toucheront pas les mêmes pensions de retraite. Oui. Voilà, c'est ça qui crée ce truc qu'on pourrait breveter mondialement parce qu'on en est les inventeurs, l'égalité injuste. Oui. C'est-à-dire qu'on dépense énormément d'argent, on a des impôts très élevés, on a des prestations sociales très élevées et pourtant chacun a le sentiment d'être plus maltraité que son voisin. Oui. Et puis vous dites, c'est un pays qui adore le chômage. Alors, vous dites quoi sur le chômage, Denis Oliven? Vous dites, au fond, c'est quoi? C'est minoritaire? En fait, c'est ça. Oui. Quand on regarde la situation française, on voit qu'on est atypique parce qu'on a un chômage plus élevé que la plupart de nos compétiteurs et depuis bien plus longtemps. Même aujourd'hui, quand le chômage baisse, il baisse beaucoup moins vite chez nous que chez nos voisins. Quand on regarde de près, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas tout le monde qui peut être touché par le chômage, quoi qu'on pense. On peut être touchés tous par le chômage brièvement, mais les gens qui sont durablement au chômage, c'est 5 à 6 millions de Français non diplômés, non qualifiés. C'est eux qui sont les gros bataillons du chômage durable. Et d'une certaine manière, on a fait un choix collectif qui consiste à ne pas changer nos règles sociales pour le bonheur de ces 5 ou 6 millions de Français. Donc on a monté un système d'indemnisation du chômage qui est le plus généreux du monde. Et on vit avec une population de travailleurs non qualifiés, non diplômés, dont on accepte qu'ils soient au chômage durable parce que c'est moins coûteux pour nous que de changer un certain nombre de règles sociales. Oui, puis vous dites aussi que c'est la classe moyenne qui a payé tout ça. Parce qu'au fond, c'est ceux qui travaillent qui payent. Bah évidemment, c'est le début de notre conversation. Les riches bénéficient de la libéralisation, les plus pauvres, et c'est très bien comme ça, bénéficient des prestations sociales. Et au milieu, il y a la France centrale, la France moyenne, 20 à 22 millions de Français, dont l'essentiel des revenus sont le travail, qui, en proportion de leurs revenus, reçoivent 5 fois moins de prestations que les ménages les plus pauvres, qui, en termes de revenus du patrimoine, ont des revenus qui sont 5 fois moins importants du patrimoine que les plus riches, qui ne vivent que de leur travail et qu'on a écrasé ces dernières années. Donc le modèle français prétendait dans les années 60 qu'on allait consacrer ces classes moyennes et en fait on les a massacrées. Oui, et alors les solutions, elles ne vont pas forcément faire plaisir à tout le monde. Celle que vous préconisez en tous les cas, Denis Oliven, c'est une augmentation finalement du travail. C'est quoi? Oui, parce qu'on a une autre caractéristique. Là où on a une contradiction, c'est qu'on voudrait travailler moins que les autres. On est de l'un des pays du monde occidental développé qui travaille le moins, à la fois en termes de durée annuelle du travail et surtout de durée de vie active, parce qu'on rentre plus tard que les autres sur le marché du travail parce qu'on n'a pas d'alternance et on part plus tôt à cause de notre retraite. Donc on est les champions de la durée de vie active la plus courte et de la durée de vie à la retraite la plus longue. Ça se traduit. Alors, on peut très bien avoir fait ce choix, on a le droit de faire ça. Simplement, on ne peut pas dire à la fois on veut travailler moins, avoir des revenus plus élevés et une protection sociale très importante. Donc tout ça n'est pas compatible. Je prends un exemple. Dans les années 70, on avait à peu près la même richesse par tête que les Américains. Aujourd'hui, on a 30% de moins de richesse par tête. Et la moitié de cet écart s'explique par le fait qu'on travaille beaucoup moins qu'eux. Donc si on veut gagner plus, pour reprendre la formule du président Sarkozy, je ne parle pas des heures supplémentaires, mais collectivement comme nation, il va falloir qu'on travaille plus. Ou bien il faut qu'on accepte de gagner moins et de travailler moins. C'est un choix, mais ce qui me paraît important, c'est qu'on rende tout ça clair, c'est qu'on fasse des choix explicites et pas implicites, qu'on décrive ce qu'on fait, parce que ça fait des années qu'on fait des choses sans vraiment le dire. Est-ce que nous sommes tous conscients des choix que nous avons faits et des conséquences qu'ils ont? Je donne un autre exemple. Pourquoi est-ce que, par exemple, on a des dépenses sociales tellement élevées? C'est notamment parce qu'on a
des dépenses de retraite plus élevées que les autres. Les dépenses de retraite représentent 14% de notre richesse. Donc ça veut dire qu'il faut partir plus tard à la retraite? Oui, bon, en tout cas, il faut offrir la possibilité à ceux qui le veulent de le faire. Mais comme on a des dépenses sociales très élevées et qu'on ne peut pas étendre à l'infini les impôts, ben on comprime les autres dépenses, on comprime les dépenses régaliennes. C'est pour ça que les Gilets jaunes disaient sur les ronds-points, on paye de plus en plus d'impôts et nos services publics sont de moins en moins efficaces. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de nos prélèvements vont alimenter nos dépenses sociales. Et du coup, on a moins d'argent pour la police, on a moins d'argent pour la justice, on a moins d'argent pour l'éducation. Oui. Donc c'est tout ça qu'il faut rendre. C'est ça que j'essaie de clarifier pour qu'on essaie de voir quels sont les effets de notre modèle. Oui. Mais un mot, Denis Oliven. On perd quoi? On perd combien? La France perd quoi à être ce qu'elle est aujourd'hui? Avoir ce sentiment pessimiste, cette nostalgie du passé que l'on sent? Ben, elle perd beaucoup de sa capacité de vie collective harmonieuse. Parfois, on a l'impression qu'on est devenu une gigantesque association de détestation mutuelle. On le voit dans les débats politiques, on s'empoigne tellement violemment, on le voit dans des manifestations avec la violence, on le voit sur les réseaux sociaux. On est un pays qui pourrait être heureux et qui ne l'est pas. Et si on était plus rassemblés, si on était plus unifiés, si on avait un seul système de retraite et pas 40, un seul système d'assurance maladie et pas 300, si on avait moins de niches fiscales, si on était plus égalitaire vraiment et pas faussement, peut-être qu'on serait plus heureux. Ça ne veut pas dire qu'on arrêterait d'avoir la dynamique économique, le développement et tout ça, mais on serait simplement moins divisés, moins jaloux les uns des autres, moins rivaux, plus heureux, et donc on serait aussi peut-être mieux dans nos baskets nationales, on serait moins inquiet de la perte de notre identité. Tout ça, ça va ensemble. Merci Denis Oliven. Ça s'appelle Le délicieux malheur français, publié chez Albin Michel. Sommes-nous au paradis ou en enfer, pour prolonger donc la discussion. Merci beaucoup d'avoir été à notre invité. Merci à vous.